Après la pause pour le journal, nous retrouvons nos chers invités. Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Gabin Adjao, juriste, analyste politique, et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Nous filons à Bamako au Mali. Depuis l'arrestation à Bamako, c'était le 10 juillet, des 49 soldats ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, Alassane Dramane Ouattara, le président de la République ivoirienne, active tous ses réseaux pour tenter de trouver une issue à cette affaire. Ces efforts se concentrent désormais sur les 46 militaires encore détenus après la libération de 3 d'entre eux. C'était le 3 septembre dernier. C'est à ce sujet que le chef de l'État ivoirien s'est entretenu au téléphone le 7 septembre avec Antonio Guterres. C'est le secrétaire général de l'ONU dont il est très proche. Alors, Firmin Teko Agbo, on va être un peu dans le secret des dieux. Qu'est-ce qui a été dit entre le président Ouattara et le secrétaire général des Nations Unies? Nous allons, comment dire, aller par supputation, où nous allons, le mot même m'échappe, nous allons spéculer. Nous allons juste spéculer, parce qu'on ne sait pas exactement ce que les deux grands patrons se sont dit. Mais une chose est sûre, Ouattara va demander aux Nations Unies de faire pression sur le chef de la junte, Goïta, de libérer les 46 militaires restants. Parce que le temps, ça passe. Parce que Ouattara avait dit entre-temps que c'était ceux-là, ces 49, entre-temps, à l'époque, militaires, faisaient partie d'une mission onusienne. Donc, mais après, les Nations Unies se sont rétractées et on voit un peu ce que ça a donné, ça continue de donner. Et le Togo aussi s'est mêlé, ça ne réussit toujours pas. Donc, ça a réussi en partie. Il y a un journal qui a écrit le Togo a marqué un but. Donc, le Togo a marqué un but, alors que un but, là, c'est tellement insuffisant. Il va falloir qu'on aille à un niveau beaucoup plus supérieur. C'est ce que Ouattara a choisi et il a fait appel au secrétaire général des Nations Unies. Mais je me demande, est-ce qu'on a besoin de tout ça? On a besoin de tout ça avant que Assimi Goïta ne libère ces 46 militaires restants. Bon, je ne pense pas. Qu'est-ce que ces 46 militaires? Il a besoin aujourd'hui que les politiques maliens qui sont en Côte d'Ivoire soient tout simplement extradés. Et puis il va libérer les 46 militaires restants ivoiriens. Est-ce que c'est son problème ou c'est sa responsabilité? Est-ce que c'est son problème? Est-ce que c'est son problème ou c'est sa responsabilité? Il est un chef de la junte. Il a fait un coup d'État. Il est en pleine transition. Ce qu'on lui demande, c'est de mettre en place les institutions de la République. Et beaucoup sont également poursuivis par la justice de son pays. Mais si les gens sont poursuivis par la justice de son pays, ce n'est pas à lui d'être le magistrat pour pouvoir les juger. Ce n'est pas son problème. Il est venu pour un coup d'État. Il est venu parce que peut-être on reprochait à un certain nombre de choses à Ibeka. Il est venu maintenant. Est-ce que ce qui est reproché à Ibeka, est-ce qu'il les a satisfaits déjà? Est-ce qu'il a lutté contre la corruption? Qu'est-ce qu'il met en place pour pouvoir lutter contre la corruption? Qu'est-ce qu'il met en place pour pouvoir améliorer la gouvernance de ce pays? Pour le moment, il n'y a pas encore de bilan qui soit présenté à la presse. Maintenant, il est dans des choses dont on n'a pas besoin pour le moment. Ce qu'on lui demande, c'est d'organiser les élections, c'est de conduire la transition jusqu'à son terme, c'est de faire comme le Burkina Faso l'avait fait. On avait le président Kafando, le président de la transition à l'époque, du Burkina Faso, avait organisé les élections et puis il a laissé le pays entre les mains du président gagnant. Comme ici, Abbas Bonfopé à son âme aussi l'avait fait, après avoir dirigé le pays pendant 2 mois, a organisé les élections et il a remis le pays entre les mains de celui-là qui a gagné les élections. C'est ce qu'on lui demande. Il reviendra maintenant au futur président légalement et régulièrement élu de réorganiser le pays, maintenant d'asseoir la justice de son pays, d'asseoir les institutions, d'asseoir les bases d'un pays nouvellement ou d'un pays démocratique, et peut-être si cela hurle, il fera appel à Ouattara pour qu'il libère ceux-là. Maintenant, et c'est comme il est dans une situation de rapport de force où il devient gênant, et qu'il n'oublie pas qu'en réalité on parle de puissance.
On parle de puissance. Les Nations Unies sont une puissance. Dans la sous-région, vous ne pouvez pas continuer par blesser un lion. Et qui est en train de blesser un lion. L'ONU peut faire pression sur Bamako. L'ONU peut faire pression sur Bamako. Mais si, attendez, si l'ONU fait pression sur lui et il ne sait pas mais qu'il sache que ces jours peut-être seront comptés sur la je sais pas, ces jours seront comptés ou les jours qui arrivent vont lui être difficiles. Parce que en réalité le monde est dirigé par les puissances. La France c'est une puissance, je le dis et je le dis toujours au Mali, la France c'est une puissance. On n'affronte pas la France. Et ici, en Afrique de l'Ouest, il a choisi d'affronter la Côte d'Ivoire. Ça fait des mois qu'il blesse Alassane Ouattara. Mais qu'il sache, non, moi je suis sérieux, qu'il sache que Ouattara va répondre. Le temps vient où Ouattara va répondre. Et Ouattara, lui, n'a pas blessé Assimi Goïta. Non, écoutez, c'est une question de puissance. Moi, j'ai l'habitude de dire que si vous voulez régner en Afrique de l'Ouest, vous devez être ami à 3 chefs d'État. Ou vous devez être ami à 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, qui est un pays géostratégiquement bien assis et qui est lié à la France par l'histoire. Le Sénégal aussi par l'histoire. Du moment où le Sénégal a été la capitale de l'Afrique occidentale française. Le Sénégal est cher à la France, de même que la Côte d'Ivoire est chère à la France. Donc si la France veut mener sa politique en Afrique de l'Ouest, il passe par la Côte d'Ivoire, il passe par le Sénégal et il passe par le Togo. Donc ce que Assimi Goïta est en train de faire, qu'il sache qu'il est en train de blesser et la France, qu'il blesse aussi Ouattara. Et ça devient une question de lion blessé. Le jour où Ouattara va réagir, lui-même, il le sentira depuis son fauteuil bamakois. Alors, Adam Adjrono, on sait que Alassane Dramane Ouattara est très proche de Antonio Guterres, très proche des Occidentaux. Qu'est-ce qui peut être dit selon vous? Il n'y a pas de président qui ne soit pas proche de l'ONU à partir du moment où vous êtes membre. Donc, lui, il est plus proche. Donc, oui. Je pense que, vous savez, la réponse à cette question-là doit nous amener à remonter un peu l'histoire liée à l'arrestation, dès l'arrestation de ces 49 soldats-là et ce qui avait été dit, les dits, les non-dits et peut-être les clairs obscurs également. Parce que lorsque vous prenez les contradictions liées donc aux dits des uns et des autres lors de cette arrestation-là, ne clarifiait pas exactement donc la situation. Il y avait eu la question de l'ONU qui avait été donc abordée, liée au fait qu'il y avait un canevas de déploiement des soldats des pays serait vers le Mali. Et nous disons que certainement que ce format-là avait été changé. Et je pense que ceux qui entretenaient cette opinion-là avaient raison si nous nous calquons sur les opinions du ministre de la Défense qui était donc venu lors de la libération donc, de ces 3 soldats-là à Lomé. Il avait clairement dit... De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Qu'il avait clairement dit qu'il avait, disons, bon, pour ne pas donc le répéter, caricaturer, qu'il y avait eu non-respect d'un certain nombre de canaux liés donc au déploiement des soldats au Mali. Et ça, je pense que c'est... La Côte d'Ivoire a reconnu. Tout à fait. Sympa. Et partant de là également, lorsque vous prenez cette démêlée du Mali avec la France, c'était la même chose qui était exprimée parce que le Mali avait estimé que les accords qui le liaient avec la France devaient être donc revus. Et donc, partant de là, ils avaient adressé des notes à la France qui n'avaient pas été répondues. Donc, à partir du moment où ça n'a pas été répondu, là, le Mali, lui, il avait commencé déjà par exploiter ou prendre en compte ce que lui voulait dans les nouveaux accords au niveau du Mali. Donc ça a créé un peu, disons, ou pratiquement ralenti le déploiement ou la mise en œuvre d'un certain nombre de choses au niveau de la France sur le territoire malien. Donc je pense que c'est sur ces aspects-là que le Mali estimait qu'à partir du moment où les nouveaux principes édités pour le déploiement des forces étrangères sur son territoire n'étant pas donc respectés, à partir du moment où vous les déployez, on doit donc les considérer comme étant donc des mercenaires. Sinon, lorsque vous regardez un peu le cheminement, il n'y avait rien qui puisse donc expliquer le déploiement de ces forces-là comme donc des forces mercenaires au niveau du Mali. Puis on parlait des armes lourdes, etc. Il n'y a aucune force qui quitte pour aller donc combattre sur un terrain aussi comme le Mali sans armes lourdes. Donc cela ne peut pas être expliqué comme armes lourdes. Mais au même moment, je pense que, partant du fait que, ce que vous venez de dire, je pense que maintenant, entre eux, ils doivent donc aplanir cette divergence de vues qui n'avait pas été concordante pour permettre à ce qu'on puisse avoir une lecture fine et claire sur le déploiement, aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire qu'au niveau de l'ONU par le passé. Essayer d'abord d'aplanir cette divergence-là pour qu'on ait une logique
lié donc à la lacune claire de déploiement donc, de ces contingents-là ivoiriens sur le sol malien. Oui. Donc je pense que ça doit être discuté. Mais avoir pression sur Assimi Goïta à partir du moment où l'ONU lui-même, il est un peu en difficulté, puisque entre-temps, le Mali disait, et là je pense que moi-même je faisais partie de ceux qui estimaient que les forces onusiennes déployées au niveau de Mali sont des forces d'embouteillage. C'était le mot que j'employais par le passé, compte tenu du fait que on ne peut pas être sur un télécom des djihadistes et parler du maintien de la paix. Ça voudrait dire donner un peu, disons, un pan aux terroristes qui puissent donc dire que voilà, on ne vous tue pas, on ne tue pas tel. Or, des gens sont là pour tuer des gens. C'est pas normal. Et donc, je pense que cette situation devait être clarifiée. Je pense qu'il y a plusieurs chefs d'État qui également partagent également cette opinion-là au niveau du Mali. Donc, cela va être discuté pour voir la ligne claire à adopter pour réellement avoir un fait juridique qui explique ce déploiement-là. Mais au même moment, je pense que il y a quand même des gages d'optimisme liés au fait que après cette arrestation-là, il vous en souvient qu'il y a quand même des déploiements de forces ivoiriennes qui aujourd'hui sont sur le territoire environ estimé les à plus de 400. continuent toujours entre la Côte d'Ivoire voilà. et le Mali. Tout à fait. Donc je pense que sur ce élan d'optimisme-là, à partir du moment où tous les artifices sont aujourd'hui mis en branle pour amener chacun des deux camps à pouvoir donc se faire entendre raison, parce que ce vote fait d'Assimi Goïta était d'abord exprimé au niveau de leur rencontre que le médiateur togolais Faure Gnassingbé les avait appelés. Ça a été également exprimé. Mais au fil, à l'omé je veux dire, ça a été exprimé, puisque ce n'est pas un point nouveau, c'est pas un point nouveau, ça avait été déjà exprimé au niveau du Mali, mais le désaccord a été donc total au niveau, du côté de la Côte d'Ivoire qui avait dit ce sont des points sur lesquels il ne cédera pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, au lieu de dire ce vote fait, comme je le disais, d'Assimi Goïta étonne, puisque les discussions avaient atteint un niveau où ce point-là aussi commençait par être laissé. Et donc, en disant que la libération des 46 militaires restants aura comme contrepartie voilà, tout à fait l'extradition des politiques qui sont sous mandat d'arrêt international. Donc, mais je pense que ce vote fait ne doit pas également étonner, puisque je me dis aujourd'hui, il y a des questions prioritaires sur lesquelles Assimi Goïta n'a même pas commencé par donner des débuts de solutions. Puisque ce qui importe aujourd'hui aux populations maliennes, c'est de retrouver la paix. Et donc je pense que ça a plus exacerbé aujourd'hui. Ils sont plus à l'extrême nord, ils sont pratiquement au centre et font des incursions même sur Bamako. Donc sur cette question-là, je pense que au lieu de continuer par entretenir ces relations assez hostiles avec ces pays voisins qui continuent par lui apporter des soutiens pour trouver des solutions à la paix, qui est le point primordial sur lequel les Maliens attendent Assimi Goïta, rien n'est fait. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez, Suimé parlait tout à l'heure de ces politiques-là qui sont sur mandat d'arrêt, moi je me dis c'est pratiquement une chasse aux sorcières. Compte tenu du fait que l'environnement dans lequel ces gens-là se trouvaient avant donc de lancer ce mandat d'arrêt international contre eux, ne pouvaient pas exprimer le droit qui est dit sur réellement les motifs sur lesquels ils sont recherchés. Donc partant de là, et d'ailleurs même, le fait qu'ils soient viscéralement accrochés à cette tradition-là explique tout de moins à partir un mandat d'arrêt international a été donc émis sur des personnalités. Je ne sais pas pourquoi ce mandat d'arrêt-là doit être une ligne sine qua non pour votre gouvernance dans le pays. Donc vous convenez avec moi que lorsque vous rassemblez tous ces éléments-là, je pense que Assimi Goïta est dans une mauvaise posture, une mauvaise passe à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, les questions prioritaires du Mali ne sont pas prises en compte par lui. On peut tuer les Maliens qui sont donc à l'extrême nord, ce n'est pas toujours grave. Nous continuons par exalter un sujet de fierté nationale qui est le fait que de pouvoir dire que voilà, il y a un mandat d'arrêt, il faut donc que je m'accroche sur ça, un sujet de fierté nationale sur le fait que nous avons nous avons notre identité que nous défendons. À partir du moment où vous allez à l'enfant de cette identité-là, dont nous vous prenons au cul. Donc tout ça là ne permet pas de pouvoir exprimer une diplomatie agissant pour un pays qui se veut, un pays qui veut véritablement son développement. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles Assimi Goïta pouvait donc interpeller Abidjan, parce qu'aujourd'hui on sait véritablement que en tout cas Abidjan, à mon avis, a beaucoup de moyens de répression.
contre le Mali. Ouais. Il y a le courant, etc., que c'est lui, l'Abidjan, qui fournit le courant au Mali, etc. Donc je pense que lorsque tous ces aspects-là vont être mis en branle, c'est justement le fait que je me dis aujourd'hui, Assimi Goïta ne pense pas à la population, puisque les représailles, lorsqu'il c'est la population qui va en subir, et donc je pense qu'il faudrait quand même qu'il mette du vin dans son vin, et nous pouvons compter sur cette diplomatie saluée par le chef de l'État Faure Gnassingbé, puisqu'on était dans la même situation où il a pu obtenir la libération de ses 3 filles, mais je pense qu'il va toujours mettre en place cette diplomatie-là pour obtenir la libération des 46 autres. Gabin Adjao, au même moment, voir le président Alassane Dramane Ouattara appeler Antonio Guterres, est-ce qu'on peut dire qu'il doute, qu'il commence par douter un peu de ce qui est fait du côté de Lomé, puisque Assimi Goïta a posé une autre condition ces derniers temps, libérer ou bien extrader les politiques maliens qui sont recherchés par la justice de ce pays, mais qui vivent en Côte d'Ivoire? Non, non. Vous savez, il faut ouvrir plusieurs fronts. Et en matière de liberté, c'est très important non seulement de commencer quelque part, mais aussi il faut aussi d'ouvrir quelques brèches pour permettre à ce que s'il y a concordance de points, ça se fait assez vite. Laure, tu avais posé la question entre-temps de savoir ce que se sont dit Alassane Ouattara et Guterres. Et bon, selon les informations, Alassane Ouattara avait demandé à Guterres qu'il souhaitait la libération des 46 autres militaires sans aucun chantage. Et Guterres lui avait répondu, normalement le coup de fil devait avoir lieu le 8, mais Guterres, compte tenu de son déplacement au Pakistan, avait avancé ça vers le 7, et Guterres lui avait répondu que lui-même il va s'impliquer personnellement dans ce dossier-là, et avant le congrès le 20 septembre des Nations Unies, il va formuler une demande à Assimi Goïta pour la libération de ces 46 militaires-là. Et au même moment, Ambalo aussi va profiter de la présence des chefs d'État africains sur le sol américain pour organiser un congrès extraordinaire. Le Bissau-Guinéen. Il va profiter de la présence des chefs d'État africains là sur le sol américain pour organiser un congrès extraordinaire sur le Mali et la Guinée pour pouvoir formuler une demande de libération immédiate des 46 soldats restants. Donc je pense aujourd'hui que le Togo fait de son mieux, notamment la libération des 3 filles. Si le Togo ne faisait rien et Alassane Ouattara n'avait pas de confiance, il n'allait pas confier ce dossier-là à son fils, qu'il appelait toujours jeune doyen. Il n'allait pas lui confier ce dossier parce qu'il y a un grand respect qui règne entre les deux messieurs, et le président togolais a réellement prouvé qu'il a le dossier en main en faisant libérer ces 3 soldats. Ça veut dire que les autres là vont arriver. Maintenant, si Assimi Goïta demande à ce qu'on extrade les réfugiés politiques du côté d'Abidjan à Bamako, c'est pas la première fois que ça a été fait. Vous êtes juriste, ça peut se faire. Ça peut se faire. Non, parce que les gens parlent de chantage. C'est une forme de chantage, on peut le dire, parce que pour des questions juridiques, il faut trouver des solutions juridiques. Ouais. Et il peut y avoir une coopération entre la justice malienne et la justice ivoirienne pour que cela puisse se régler. Notamment, on connaît la jurisprudence de Hissène Habré. Ouais. Donc, on ne peut pas se lever comme ça, demander l'extradition des réfugiés si la sécurité de ces gens-là n'est pas assurée. Si quelque chose leur arrivait sur le sol malien, Côte d'Ivoire, Abidjan serait responsable. Donc, il va falloir prôner une coopération juridique entre les deux pays et régler cette affaire-là. Mais demander l'extradition, c'est une forme de chantage. Ce que ces militaires-là sont partis faire au Mali, ça n'a pas été élucidé jusque-là. Nous sommes dans l'imbroglio. Moi, je me dis qu'on ne doit pas être dans cette situation-là jusqu'à ce moment parce que nous sommes des Africains. On doit quand même arriver à se concerter, trouver des solutions. On a des organisations, on a la CEDEAO, on a l'Union africaine. On doit quand même arriver à se concerter, trouver des solutions, aller sous la bras arabe, discuter, et là où il y a on dit souvent, là où il n'y a pas de la viande, on va prendre quelque part pour y mettre. Donc c'est très important aujourd'hui. Firmin parlait de la France qu'on ne devait pas attaquer. Moi, je suis contre ce genre d'affirmation. La France est un pays. La France ne fait même pas
la moitié La du moitié Mali. du Mali. Non, Donc, le Mali on fait peut- 3 fois le Mali, la France. Oui. 3 fois la France. La Donc, France. aujourd'hui, il va falloir qu'on arrête ce genre de langage. On peut affronter tout le monde. Ce sont les propos de mon frère, je les respecte, Mais quand même, c'est-à-dire, si vous vous voulez va me continuer, demander d'arrêter, c'est la une France manière de ne va voir pas les partir choses. de l'Europe On pour va pouvoir marquer nous on donner va marquer la pause si vous le souhaitez. notre canevas On à revient diriger. pour la suite. Vous pouvez toujours continuer par parler de la France, du Mali, de la Côte d'Ivoire. On revient juste après une petite pause.